Reste tranquille, tu regardes, tu écoutes. Je suis venue quand j'étais au collège. Oh là là, oui, ça fait longtemps. Ah, mais pas bravo. Avec 10 ans. C'est bien, ça va s'allumer, d'accord? Léo, ça va s'allumer. On est tellement... Voilà. Sarajevo, juin 1914. Ah, tiens, écoute. L'archiduc héritier François Ferdinand tombe sous les balles d'un terroriste serbe. Des balles qui serviront de détonateur à un embrasement mondial. Car le feu couve dans une Europe instable. La course aux armements bat son plein. Les rivalités entre nations apparaissent au grand jour. La Russie est en conflit avec l'Allemagne à propos des Balkans. L'Allemagne et l'Angleterre sont au sujet des colonies. Une France qui ne s'est jamais résignée à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Aussitôt après Sarajevo, l'Autriche lance donc un ultimatum à la Serbie. Mobilisation et déclaration de guerre se succèdent en cascade. Tout le monde, état-major et gouvernement, s'attend à une guerre éclair. Elle durera 4 ans. 4 ans durant lesquels 5 continents seront impliqués. Par la tourmente, les Européens, bien sûr, Allemands, Anglais, Belges, Italiens, Russes, Tchèques, puis les Américains, mais aussi par le jeu des colonies et des alliances, des Africains, Sénégalais et Marocains pour la plupart, des Indiens, des Australiens, des Turcs, des Néo-Zélandais, des Canadiens jusqu'aux Japonais qui s'emparent des positions allemandes en Extrême-Orient. En tout, près de 65 millions d'hommes seront mobilisés. L'essentiel des opérations se déroule sur le vieux continent en flammes. Dès le début des hostilités, la stratégie allemande vise à se débarrasser au plus vite des Français. Première offensive de grande envergure, premier échec après les batailles de la Marne et des Flandres. Tout au long des galeries, longues de 7 km, bureaux, dortoirs, services d'intendance, poudrières, une imprimerie même. Une chapelle, lieu de prière pour les soldats, est installée dans une galerie peu distante de celle-ci. L'énorme ventilation ne suffit pas toujours à renouveler l'air confiné. Nous sommes le 4 juillet 1916. Il est presque 7 heures du matin. Dans sa chambre cloisonnée de bois, le capitaine Roussel arrive au terme d'une nuit sans sommeil. Tu le sais, Jeannot, écrire, c'est pour nous tous ici une façon de rester vivant, de ne pas sombrer. Des rats. Tous les jours, en rampant dans la boue et la poussière, nous sommes happés par cette hallucination. Nous sommes des rats. Les mêmes instincts, la survie coûte que coûte, la trouille collée au rein comme une salle sans suie. Je sais que tu comprends tout cela. Tu as suffisamment payé de toi-même. L'enfer des premières lignes, personne ne pourra jamais le dire avec des mots. Ces premiers jours de juillet sont encore plus durs que la boue et le froid d'hiver. Et comment les hommes font-ils pour tenir? Ces odeurs de décomposition, de terre brûlée, gorgées de gaz. Il est un peu plus de 7 heures à la montre du père qui ne me quitte pas. Je ne reconnais presque plus mon visage dans la glace accrochée au mur. Si je reviens d'ici, à quoi je ressemblerais? Mais je te parle de cauchemar alors qu'à penser à vous et à notre chère Bretagne, c'est la vie qui me monte à la gorge. Donne-moi de vos nouvelles, vous qui vivez encore sur la terre des hommes, des saisons, de la mer, des odeurs de Marek. Comment vont la petite Catherine et notre vieille mère? Je devine qu'elle brûle un cierge tous les soirs pour moi, dans la petite chapelle de Paramé. Tu liras sans doute cette lettre le soir à la table. Dis-lui les mensonges qu'il faut, qu'ici, la vie n'est pas trop dure, que tout va bien. Et toi, mon jeune homme, les bêtes te font-elles toujours autant souci? J'ai croisé le Dantec hier soir à l'infirmerie. Il m'a brièvement demandé de tes nouvelles. Je lui ai dit que tu avais perdu un œil, il a tourné le dos. Mais comme tu dois avoir du bonheur à sentir à nouveau sous tes pieds le bruit d'une terre sereine, féconde. Aime-la, cette terre, aime-la pour moi. Elle ne mérite pas ce qu'on lui fait ici. Ici... Pardon, capitaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne pensais pas me trouver déjà debout. Et alors?
C'est de la part du colonel Duferroy. On va vous rappeler la réunion PC de l'état-major à 7 h. Merci, caporal. Vous étiez de service de nuit? Oui, mon capitaine. Bien. Appelez le petit Jacques, qu'il s'occupe de ma lettre, et vous? Je vais prendre un peu de repos. Bien, capitaine. Début 1916. L'armée allemande décide d'une nouvelle attaque à l'ouest. Il faut faire sauter le verrou qui lui ouvrira les portes de la France. Ce verrou, c'est Verdun. Le bombardement de la ville fortifiée commence le 21 février 1916 à l'aube. 1 million d'obus tombent sur quelques dizaines de kilomètres carrés dans les premières heures de combat. Mais le réseau défensif de Verdun, bien que précaire dans les premiers jours, tient bon. Les assaillants sont bloqués dans leurs efforts. Pour ne céder aucun pouce de terrain, les hommes s'enterrent. Soldats français, moi je vous demande de trancher qui vont aller à la fin de la Marie, reste là, Marie. Le siège. Je veux pas. Capitaine. On est tout seul. Faites du jus. On peut plus dormir ici, non plus. J'ai soif, capitaine. Ah, c'est vous, capitaine Roussel? C'est rien, faites pas attention, c'est Fernand qui déconne un petit peu, là. Ils sont pas passés, hein, mon capitaine? Les gars, c'est pas passé. Hé, capitaine, si vous avez un petit coup de gnôle, là, on en manque un petit peu, là, ici. En l'absence du colonel Delay, je vous proposerai d'entamer, sans attendre, cette ultime réunion préparatoire à l'inspection de ce jour. L'horaire exact de l'arrivée de l'état-major ne nous a pas encore été communiqué. Par contre, je vous confirme la présence du général Pétain. Inutile d'insister sur l'importance de cette visite. Je compte sur vous pour que rien ne soit laissé au hasard. Ah, Roussel, nous avions commencé sans vous. Désolé, mon général, j'étais retardé à l'infirmerie. Ne vous excusez pas. Bien, messieurs, l'ordre du jour d'abord. Vos questions seront les bienvenues, mais je vous demanderai d'être concis. Premier point. Les sections présenteront les armes. Elles ont été choisies parmi celles qui ont le plus souffert ces derniers jours. En voici la liste. Escoffier, ceci est de votre ressort. Vous avez tous pris connaissance de la circulaire précisant le détail de la visite de l'état-major. Pour mémoire, je vous rappellerai que le général visitera le central téléphonique, le dépôt de vivres, les magasins de munitions, la boulangerie. Duval, vous veillerez à désigner à chacun de ces postes un homme susceptible de s'entretenir avec le général si celui-ci le désire. Duferroy, quelque chose à dire? Je m'étonne simplement de cette mesure, la parole des soldats sur le suspect. Il s'agit simplement de bien mettre en place l'ordre des choses. Et accessoirement d'éviter les écarts de langage. Un homme à l'arme sera placé à chaque détour de galerie. Ah, terminé. À propos, l'atmosphère est irrespirable aux abords de l'infirmerie, malgré la ventilation. Vous veillerez à ce qu'on renouvelle l'encens dans les boîtes prévues à cet effet. Pardon de vous interrompre, Rollin. Une fois de plus, nous apprécions votre légendaire sens de l'organisation. Mais êtes-vous sûr de bien vous rendre compte d'une chose? C'est que nous sommes dans une citadelle en guerre depuis 2 ans. Expliquez-vous. Va pour l'encens, va pour les courbettes, va pour les boutons de guêtre astiqués. Mais dites-moi, c'est ça pour vous, Verdun? Vous me surprenez, Duferroy. Nous sommes en plein coup dur. Plus que jamais, la discipline est de rigueur. Je suis navré de le rappeler à un officier de votre rang. Nous ne sommes pas en plein coup dur, mon général, nous sommes en plein dans la merde. Ce n'est pas l'infirmerie qui pue, mais toute cette guerre entière qui pue. Et vous? Vous vous préoccupez des narines de l'état-major. Duferroy, je vous somme de mesurer vos paroles. Notre devoir, actuellement... Eh bien, non! Rollin, il y en a marre d'astiquer les cadavres pour qu'ils soient présentables le jour de l'inspection. Notre devoir, c'est de dire et de répéter sans cesse à votre état-major que les biffins crèvent de trouille là-haut, qu'ils ne mangent qu'un jour sur 2 dans leur trou à rats. Ce n'est pas avec de l'agneau et du pain rassis que l'on affronte le diable. Duferroy, je ne permettrai jamais. Je sais. 6 000 hommes à faire vivre dans 7 km de galerie. La discipline, les règlements intérieurs et puis les grands choix stratégiques. Oh, je sais, nous avons tous. Écoutez,
Paul. Nous nous connaissons tous les deux depuis très longtemps. Saint-Cyr, avant la guerre, tout allait bien. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est la guerre, avec des cortèges d'horreur. Alors fourrez-vous dans le crâne que le sort de Verdun se joue avant tout dans les flaques d'eau et dans la boue. Là où des braves types, qui n'avaient rien demandé à personne, chialent et meurent avec les rats, le gaz, la vermine. Mais ces braves types tiennent toujours, parce qu'on leur a dit de tenir. C'est ça aussi, Verdun. Il faudra bien nous dire à qui de droit. Des Ferrois, vous ne mettrez pas en cause. Une seconde de plus, le commandement. Vernier, rappelez-nous pour mémoire ce que vous et vos hommes endurez depuis 6 mois, nuit et jour. Messieurs, vous me permettrez de ne pas entrer dans cette guerre. Pour mes brancardiers, c'est une question d'eux. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils manquent de tout, de pansements, de coton, de gants caoutchouc, d'alcool. Leur boulot, c'est de trier en un clin d'œil les blessés, sous les bons, celui qui a une chance de s'en sortir, ou celui qui ne passera pas l'heure. Ils payent de leur vie pour cela. Alors, je vous en prie, un peu de dignité. Des centaines de milliers de soldats français, métropolitains ou coloniaux vont s'arc-bouter à cette idée, au prix de souffrances et de pertes terrifiantes, dans la plus grande bataille de l'histoire. 115 divisions françaises seront engagées en 4 ans de combat. Quelques-unes connaîtront 2, 3, voire 4 fois l'enfer de Verdun. Le bilan parle de lui-même. À Verdun, pour 260 000 morts français, répondent les 275 000 morts allemands. Au total, près d'un demi-million de morts et 800 000 blessés. Rien ne mange. Toujours aussi chaud ici. Ah bah tiens, voilà Jaco. Et dis donc, Molo, nous va souvent revenir par ici, pas. Et si tu t'ordinaires si tu veux pas remplir le ventre. Attention, hein, faut pas oublier les instructions, mon gaillard. Pas, boule de perdre. Tiens donc, d'abord nos boules elles arrivent au front toutes sèches comme de cuir. Oh. Je suis fier d'en enfourner 25 000 par jour. Ah bah. Et je viens parfois me demander si mon moustache pour voir si on n'a pas quelques-unes qui tombent à côté des sacs. Tu sauras que je suis ici en mission secrète. Et en mission secrète, Albert. Laisse-le, gamin. Voilà, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Commence pas à l'embêter. Et ici pour moi. T'as ce qu'il faut? Tiens, dis pas quelle anglaise à bout doré. C'est pas du gros cul, ça, hein. En direct de l'état-major. Et c'est donnant-donnant, hein. T'inquiète, gamin. Albert n'a qu'une parole. Regarde.
2 boules, 2 rations de chocolat, t'auras même 3 cibiches en rap. Mazette, mais c'est qu'il deviendrait des brouillards, tiens. Mais dis donc, toi, mais il va falloir te trouver une marine de guerre, hein. Pas n'importe quoi, une spéciale, tu vois ce que je veux dire? Une vraie, qui t'apprenne ce que c'est qu'être un homme. Bon, tu remets la même chose à tonton Nicolas, puis t'enlèves tous les totons là que t'as dans la tinasse. Et moi, je t'arrange le coup. Je t'ai pas attendu pour ça, hein. J'ai déjà vu tout ce qu'il y a à voir sous les jupes de Fleury. Alors trouve autre chose. Bon allez, la boulange, je me sauve. Salut tout le monde. Salut Jaco. Fleury? Ah, pourquoi il parle de Fleury? C'est de là-bas qu'il revient. Fleury, près de nous. On l'a retrouvé dessus une maison. Tout le monde était écrabouillé tout autour. Là, ça fait une belle santé ici. Allez, vas-y Nicolas, passe-moi la farine. René, fou, nom de Dieu. Mais ça ramasse, ta gueule. Mais je ne retire rien de ce que j'ai dit. Mais j'admets votre souci de faire de la citadelle un poste logistique irréprochable. Accueillons donc comme il se doit l'état-major. L'incident est clos, les Ferrois. Et je comptais vous demander d'escorter la délégation du conseil municipal de la ville de Verdun qui est restée dans la citadelle. Roussel vous accompagnera. Eh bien, Roussel, vous ne dites rien? Je n'ai rien à dire, en général. C'est vrai qu'il faut tenir la place, puisque le sort de la nation en dépend. C'est vrai aussi que les hommes crèvent là-haut comme des bêtes. Vrai aussi que c'est l'été en Bretagne, en Poitou, sur les bords de la Loire, et que c'est l'enfer à Verdun. Pardonnez-moi, je ne sais plus rien. La fatigue, sans doute. Mais je suis indésirable. Reprenez-vous, Roussel. Nous avons tous à parler de la même voix. Il en va de la crédibilité de l'armée. Alors, ici, reprenons dans le détail de la visite de l'état-major. Je devais avoir 18 ans. Nous étions dans le champ de pommes de terre, juste à la pique de la mer. C'est là que je l'ai vu. Mon premier avion. Il avait plu la veille. Ça me faisait une terre grasse, luisante, rassurante, comme une mer qu'on ne voudrait jamais quitter. Précisément, j'allais partir. Moi, je ne voulais pas. Je voulais rester comme les autres, dans l'odeur des labours, des belles du vent qui fouettait les toits. Là-bas, les goélands piquaient vers la pointe du Rhin. Et je l'ai vu. Un éclat de soleil sur le métal du fuselage. Mon premier avion. Ça a été comme surnaturel. Je suis parti là-haut. Je me suis mis à glisser par-dessus les bocages, les haies, l'horizon libre, les bras grands ouverts.
plus la peine de mourir. Élie, tu rêves?